Merci beaucoup de m'inviter. Je suis très heureux de participer à votre AG. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est en effet la question démographique des retraites, à la fois en agrégé, combien de temps on vit, combien de temps on passe en retraite en moyenne, et comment ça évolue au cours du temps en fonction des réformes des retraites. Et ensuite les inégalités à un moment donné entre catégories sociales, et ça, là je parlerai de travaux que j'ai fait moi-même. Le titre est une référence à un slogan de la CGT de 1910 qui est souvent réutilisé. Donc en 1910, le gouvernement de l'époque introduit un système de retraite obligatoire qui donne le droit à pension à partir de 65 ans. Étant donné l'espérance de vie de l'époque, la CGT considère qu'il s'agit d'une retraite pour les morts et que donc les cotisations qu'on demande aux ouvriers, d'ailleurs je pense que c'était un système par capitalisation obligatoire, mais ces versements qu'on demande aux ouvriers ou aux salariés modestes, en fait, leur sont volés puisqu'ils ne les toucheront pas à l'âge de la retraite. Et cette mobilisation permet effectivement, en 1912, de ramener l'âge d'ouverture de pension à 60 ans. Donc on est avant le système par répartition de 1945, etc. Mais ça montre que ces débats existent en fait depuis plus d'un siècle. En même temps, depuis un siècle, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment l'espérance de vie de la population a considérablement augmenté. Donc il faut évidemment faire attention et regarder dans les données. Les gens vivent effectivement plus vieux aujourd'hui qu'il y a un siècle. Alors. Donc, je vais être en fait assez bref, je parlerai peut-être même moins d'une demi-heure, je ne sais pas, et je voudrais évoquer 3 points. Le premier, donc, c'est cet argument qui est utilisé par les défenseurs de la réforme et par le gouvernement en particulier, qui est utilisé en fait à chaque réforme des retraites, qui est « nous vivons de plus en plus vieux, donc c'est normal de repousser l'âge de la retraite ». Et je vais voir en quel sens c'est vrai, mais aussi et surtout en quel sens c'est faux. En fait, cette phrase, au sens strict, nous vivons de plus en plus vieux, on va voir qu'elle est fausse. L'espérance de vie n'est pas en train d'augmenter actuellement en France. Elle a des éléments de vérité sur le long terme, l'espérance de vie a beaucoup augmenté, et donc je discuterai un peu de manière agrégée de qu'est-ce que ça implique pour les retraites. Et ensuite, dans mes parties 2 et 3, donc là je présenterai des travaux que j'ai fait moi-même avec des co-auteurs sur les inégalités face à cette durée de vie et durée de retraite. Donc dans un premier temps, en m'interrogeant spécifiquement sur cette question de la mort avant la retraite, qui en fait a pas mal cristallisé le débat médiatique, quel est le risque de mourir avant la retraite, notamment chez les plus pauvres. Ensuite, je m'intéresserai à la question de la durée de retraite en bonne santé, qui à mon avis est un complément important, puisque c'est difficile de parler de durée de vie et de durée de retraite de manière abstraite. On ne profite évidemment pas autant de ces différentes années de retraite, on profite plus des premières, parce qu'on est en meilleure santé. Donc, en fait, il y a un peu un problème d'affichage. Ah, c'est mieux. Donc, est-ce qu'on vit de plus en plus vieux? Eh bien, si on regarde à long terme, oui, il y a une tendance si on regarde sur... Ah, ça défie tout seul. Il y a une tendance, si on regarde sur plusieurs décennies, à l'augmentation de l'espérance de vie, donc de la durée de vie qu'on peut attendre à la naissance, qui est actuellement d'un peu moins de 80 ans pour les hommes et environ 85 ans pour les femmes. Cependant, ce qu'on voit déjà sur ce graphique, c'est qu'en fait, cette hausse, elle n'a plus lieu, en gros, ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années, la courbe, elle fluctue un tout petit peu. On peut décerner une hausse si on y tient, mais on peut aussi ne pas la décerner. Donc en fait, disons que soit il y a une hausse très très lente et infime, soit il n'y en a pas du tout sur ces 10 dernières années. Donc quand on dit qu'on vit de plus en plus vieux, c'est vrai sur le très long terme, c'est plus vrai actuellement. On n'est pas actuellement en train de gagner des années d'espérance de vie chaque année. Peut-être que ça va revenir, j'espère, mais rien pour l'instant ne permet de le dire.
Donc, à mon avis, le point très important, il y a deux points importants quand on discute de cette question, on vit de plus en plus, donc il faut travailler plus longtemps. Le premier, c'est de préciser à quelle échelle temporelle on parle, et le deuxième, c'est de prendre en compte les réformes des retraites qui ont déjà été faites. Donc, en effet, si on regarde sur le très long terme, ici, j'affiche la durée espérée de retraite en pourcent de la durée de vie après 20 ans. Donc cet indicateur, moi je pense qu'il n'est pas le meilleur, mais il est utilisé justement par le gouvernement ou par des gens plutôt favorables à la réforme parce que au moment de la réforme des retraites de 2003, avait été inscrite, je pense, dans la loi ou proposée dans les débats une norme qui était le partage 2 tiers, 1 tiers de la durée de vie active. C'est-à-dire qu'on prend les années après 20 ans, on doit en passer 2 tiers à travailler. Il y a toujours cette ambiguïté à être actif, évidemment, ça peut être au chômage, et 1 tiers en retraite. Et donc, si on regarde cette norme-là sur le long terme, on voit que donc, en abscisse, ce n'est pas l'année de départ en retraite, c'est la génération. Donc, génération 1900, c'est des gens qui partaient à la retraite en 1965. On voit que sur le long terme, on a considérablement augmenté la part de la vie active qu'on passe en retraite. Et on a dépassé, donc là, je ne sais pas si vous voyez, oui, je pense, là c'est la réforme, c'est le passage à la retraite à 60 ans de Mitterrand, donc ça augmente fortement dans les années qui suivent, et c'est du fait de cette réforme de Mitterrand qu'on passe ce seuil de 1 tiers de la vie post-20 ans en retraite dans les années 80. Donc, les défenseurs de la réforme disent quoi? Disent en fait, cette réforme, elle nous laisserait au-dessus de ce seuil de 1 tiers de la vie post-20 ans passée en retraite, et elle nous laisserait à un niveau qui était celui des gens qui partaient à la retraite dans les années 90. Alors, à mon avis, il y a 2 problèmes avec cet argument. C'est pas qu'il soit faux, mais il y a 2 choses qu'il faut préciser. Là, j'ai oublié une des 2 déjà. La première, la plus importante, c'est cette question d'horizon temporel. C'est-à-dire qu'on voit que, en fait, la durée espérée de retraite, la proportion, mais c'est vrai aussi pour la durée, elle est à la baisse ces dernières années. Donc on n'est pas en train on n'est pas en train de prendre de plus en plus de proportions de notre vie active en retraite. Ça, c'est pas le cas. Ça a été le cas dans des décennies précédentes. Moi, je pense qu'on peut tout à fait l'assumer. C'était des décennies de progrès social, mais maintenant, c'est plus le cas. Et en fait, notamment, on voit qu'il y a une césure très importante avec la réforme de 2010 et le passage de 60 à 62 ans. Et donc là, on sort en fait de 10-15 ans où ça a baissé fortement, parce que application de la réforme de 2010, et le Conseil d'orientation des retraites projette que sans réforme, ça continuerait à baisser très doucement, à être quasi stable. Donc on n'est pas du tout sur une trajectoire de dérapage, d'augmentation de la durée passée en retraite, on est sur une trajectoire de stabilisation à un niveau qui est, donc si on prend la proportion après 20 ans, qui est celle des gens qui sont partis dans les années 90. Donc qui sont la génération d'avant, en fait. Donc si les gens se comparent, ce qui, moi, me paraît logique, à la génération d'avant, à la retraite de leurs parents, les gens qui partent aujourd'hui en retraite, en fait, la réforme les ramènerait plutôt en dessous de leurs parents. Le deuxième, à mon avis, il y a un problème dans la construction de cet indicateur, qui est que cette norme 2 tiers, 1 tiers, en fait, ça peut paraître logique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on gagne une année d'espérance de vie, si on continuait à en gagner, on devrait ne prendre que 4 mois de retraite et 8 mois de travail. En fait, c'est un gain d'espérance de vie et on présuppose que ce gain, on devrait en attribuer 2 tiers au travail. C'est une présupposition qui ne paraît pas du tout évidente et à mon avis, il vaut mieux discuter directement de la durée qu'on passe à la retraite et de l'âge auquel on part. Sinon, ça revient à présupposer que mécaniquement, il faudrait faire des réformes des retraites régulièrement tant que l'espérance de vie augmente, si l'espérance de vie augmente. Voilà, donc c'est les 2 bonnes choses à avoir en tête à mon avis face à ce graphique, c'est que d'une part, c'est un indicateur qui est intéressant mais qui est discutable dans sa construction, et d'autre part, faire très attention à l'horizon temporel. Quand on voit un graphique comme ça, on se dit « Ah oui, là on est
dans des petites corrections en fait sur une trajectoire à long terme de hausse, mais en fait si on compare à la génération précédente, c'est pas le cas. On est dans le fait d'assumer par rapport à une trajectoire qui est maîtrisée, qui est stable, c'est comme pour les finances publiques, il n'y a pas de dérapage, assumer de baisser la durée de retraite. Et en effet, ça c'est le graphique issu directement du rapport du Conseil d'orientation des retraites qui regarde les durées de retraite en années depuis la génération 40. Donc la génération 40, ils avaient la retraite à 60 ans, ils sont partis en gros en l'an 2000. Et ben en fait, ça a continué à augmenter dans les années qui suivent parce qu'à l'époque, il y avait encore des gains d'espérance de vie. Et ensuite, au même moment, en fait, c'est là que c'est un peu cruel ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand on a fait la réforme de 2010, quand ils ont fait la réforme de 2010, on était, en fait, si on regardait les stats, on était dans une période de hausse de l'espérance de vie. Mais en fait, c'est à peu près dans ces années-là qu'elle a arrêté d'augmenter. Donc en fait, l'espérance de vie a arrêté d'augmenter, et par contre, tout le monde est parti 2 ans plus tard, parce que la réforme de 2010 est très brutale, elle décale le départ de tout le monde, des carrières longues, l'âge d'annulation de la décote, etc. Donc en fait, les gens ont effectivement pris 2 ans de plus. Et donc, là, ça a commencé à reculer, de sorte que la génération 55, qui est donc partie en 2000... Alors, attendez, je ne veux pas dire de bêtises. La génération... Comment ? Non, pas plus 42,5. C'est des gens qui sont nés en 55, pas qui ont commencé à travailler. Bon, c'est des gens qui sont partis après l'application de la réforme de 2010, donc ils sont partis vers 2015, je pense, si je ne me trompe pas. C'est 2017, du coup, avec les 62. Ces gens, en fait, ils ont déjà eu une durée de retraite en année plus courte que la génération précédente. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, selon la projection du corps ? En fait, déjà, on ne sait pas leur durée de retraite parce qu'ils ne sont pas morts en général, pas tous, heureusement. Donc, on a une incertitude en fonction de la mortalité à laquelle il faut qu'ils s'attendent. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe pour les générations qui suivent ? Eh bien, c'est parfaitement stable. Donc, en fait, les réformes précédentes, plus le corps anticipe l'application de la réforme Touraine, hein, donc l'augmentation du nombre d'années de cotisation, ça stabilise la durée de retraite passée en années. Sachant que le corps, lui, je crois, anticipe des gains d'espérance de vie. Et cette stabilité, il peut y avoir des bonnes nouvelles si finalement la mortalité diminue, ça ce serait la courbe verte. Dans ce cas-là, on retrouverait pour la génération 1970 la durée de retraite des gens qui ont eu la meilleure durée de retraite de l'histoire. Mais il peut aussi y avoir des mauvaises nouvelles. Mortalité haute, et dans ce cas-là, la durée de retraite en année continuerait à diminuer. Et ces mauvaises nouvelles, à nouveau, c'est pas de la science-fiction complètement impossible, c'est les démographes qui disent, en fait, c'est possible, on peut être n'importe où entre ces deux courbes. Et je signale, évidemment, c'est qu'un point, qu'en 2022, la mortalité déclarée par l'INSEE a été particulièrement élevée, c'est-à-dire, en fait, elle a été quasiment au niveau des années Covid 2020-2021, sans que ce soit des morts expliquées par le Covid, nettement plus élevée que dans les années qui précédaient 2018-2019. Et l'INSEE nous dit qu'il y a une part inexpliquée, je n'ai pas regardé dans le détail, c'est peut-être en partie dû à la canicule. Donc, en fait, on ne sait pas ces courbes, comment elles vont évoluer, et c'est vrai que, là à nouveau, je ne veux pas me faire prophète, mais avec le réchauffement climatique, on peut s'attendre à des choses au niveau démographique, en particulier les canicules, dont on sait que les années de très fortes canicules, il y a des dizaines de milliers de morts supplémentaires, et on observe que ça se reproduit de plus en plus souvent. Donc, si on regarde à très long terme, on a plus de retraites que dans le passé, particulièrement plus de retraites qu'avant la retraite de Mitterrand, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une décision politique qui a été faite progressivement dans les années 70-80 de faire de la retraite un âge de la vie, qu'on aurait des années de retraite en bonne santé, etc., ce qui n'était pas du tout évident au moment de la création du système de retraite en 1945. Mais si on regarde à moyen terme, en se comparant simplement à la génération précédente, si on regarde sur une durée de 20-30 ans, et bien là, déjà du fait des réformes précédentes, on aurait une durée de retraite plus courte, sans réforme. Donc là, il s'agit vraiment de rogner sur ce nouveau plateau. Alors, je passe au deuxième point, qui est les inégalités entre les différentes personnes. Donc, la durée moyenne de retraite
Elle est de... Là, c'est une moyenne homme-femme, hein, elle est de 24 ans, c'est beaucoup moins pour les hommes. Mais comme on sait, c'est très inégal selon les cas. Et c'est un phénomène qui est documenté dans les classes populaires, qu'il y a des morts avant la retraite, donc il y a des reportages dessus, etc. Si vous parlez, si vous appartenez vous-même à ce milieu ou que vous parlez à des gens de ce milieu, tout le monde connaît quelqu'un qui est mort avant la retraite, qui n'a pas pu profiter de sa retraite, qui est mort immédiatement après la retraite. Donc c'est intéressant d'éclairer cette question statistiquement, et un chiffre qui a beaucoup circulé, qui est un peu mon point de départ, qui n'est pas le meilleur, c'est 25% des plus pauvres meurent avant 62 ans. C'est un chiffre qui vient de l'INSEE, donc publication 2018, mortalité par vingtile de niveau de vie. Que fait cette publication de l'INSEE? Elle regarde les gens qui meurent, quel est leur niveau de vie l'année d'avant leur mort, et ça permet de faire des tables de mortalité par niveau de vie, assez fines, par vingtile de niveau de vie. Et ensuite, avec ces tables de mortalité, on peut calculer une espérance de vie, parce qu'une espérance de vie, ça se calcule avec une table de mortalité. Donc on considère, pour calculer l'espérance de vie des plus pauvres, donc le vingtile le plus pauvre, les 5% les plus pauvres, on enchaîne les flux de mortalité, on considère que l'individu, il va être à chaque âge dans les 5% les plus pauvres, et quelle est sa probabilité de mourir avant tel âge, et on agrège tout ça, ça nous donne une espérance de vie. Mais en fait, c'est même pas l'espérance de vie, ce chiffre, c'est la probabilité d'être mort avant 62, un taux de survie. C'est un chiffre, en fait, qui, à mon avis, n'est pas adapté pour le débat sur les retraites pour deux raisons. Première raison, c'est que les 5% les plus pauvres, c'est des gens qui gagnent 400-500 euros par mois, qui en fait ne sont pas en emploi, c'est typiquement le niveau d'un RSA. Donc, ils ne cotisent pas à la retraite, donc un individu fictif qui aurait passé toute sa vie dans les 5% les plus pauvres, ou même s'il avait passé quelques années en emploi, en fait, il n'aurait pas de droit à la retraite. Donc ça ne concerne pas le système de retraite. Le deuxième problème de ce chiffre, qui est son défaut plus technique, c'est que justement, c'est très rare de rester dans les 5% les plus pauvres toute sa vie, on fluctue un peu, donc c'est une construction fictive. Cependant, là-dessus j'ai un peu une anecdote personnelle, qui est que quand j'ai sorti mon papier qui critiquait ce chiffre, et qui ensuite proposait des indicateurs à mon avis meilleurs, qui montrent qu'il y a des très grandes des très grandes inégalités sociales en termes de mortalité d'espérance de vie, tout à coup j'ai commencé à être appelé par des journalistes parce que c'était le moment du débat sur les retraites, donc ils cherchaient à tout prix des gens pour parler de stats sur les retraites, mais les journalistes en fait me demandaient une seule chose, c'est est-ce que vous pouvez confirmer en tant que chercheur que ce chiffre qui est utilisé par les politiques et par les syndicalistes est faux, qu'il est mensonger, qu'il est trompeur, etc. Et en fait, à mon avis, en effet, ce chiffre il n'est pas très adéquat, mais si on oublie la question de comment on agrège et on enchaîne les vingtiles, si on dit, le problème c'est que ces gens sont très pauvres, ils n'ont pas de droit à la retraite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, ça veut dire qu'il y a un débat sur d'autres aspects de notre système social, et ça, personne n'en parle actuellement, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'en France, on a un taux de pauvreté des personnes âgées qui est faible comparé à la population active et comparé aux autres pays? C'est notre système de pension qui est redistributif, mais c'est aussi un élément du système de minima sociaux qui est en dehors du système de pension, qui est le minimum vieillesse, dont le nom officiel est maintenant ASPA. Le minimum vieillesse, il est accessible à tout le monde. Il doit y avoir des conditions pour les étrangers de temps de résidence en France, mais il est accessible à tout le monde sans condition de contribution au système de retraite. Et il est bien, donc c'est l'équivalent, si vous voulez, du RSA pour les personnes âgées. Sauf qu'il est bien plus élevé que le RSA, puisqu'il est entre 900 et 1000 euros par mois pour une personne seule sans autres ressources. Donc c'est ça qui permet de combattre fortement la pauvreté, même si c'est en dessous du seuil de pauvreté, un peu en dessous, ça qui permet de combattre fortement la pauvreté des personnes âgées. Sauf que l'âge d'ouverture du minimum vieillesse, c'est encore plus que 62 ans. C'est 65 ans. On n'a pas le droit de toucher le minimum vieillesse avant 65 ans. Donc en fait, le fait que les plus pauvres ils aient une mortalité très élevée, assez jeune, à partir de 55-60 ans, c'est une vraie question qui devrait nous poser question sur l'âge d'ouverture du minimum vieillesse. Là, je n'ai pas noté le chiffre, donc je vais sans doute dire une bêtise, mais je crois que si on regarde les hommes, donc qui meurent plus jeunes que les femmes, les hommes des 5% les plus pauvres, ils ont 2% de chances de mourir chaque année, en gros. Donc ça veut dire que, en gros, et pas que seulement les voix, moi j'avais regardé les 10% justement pour éviter ce problème de mobilité. Ça veut dire que une mesure de protection des plus faibles, des plus pauvres,
de prise en compte de cette surmortalité des très pauvres, ce serait de ramener l'âge d'ouverture du minimum vieillesse plus tôt. Un âge logique, ce serait 62, le même âge que l'âge d'ouverture des droits à la retraite, voire assumer qu'en fait, comme c'est des gens qui meurent plus tôt, ça doit s'ouvrir plus tôt, et donc le mettre à 60 ans. Voilà, donc ça j'ai essayé de le dire à des journalistes, mais ça n'est pas passé dans les médias, donc je vous le dis à vous. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait moi pour essayer de mesurer mieux le risque de mort avant la retraite pour les travailleurs, les salariés, les classes populaires au sens large, pas les individus très pauvres exclus de l'emploi? Eh bien, j'ai utilisé en fait un travail qui a été fait par des gens qui sont chez France Stratégie, donc le gouvernement, tout ça, qui ont utilisé un système de simulation, un modèle qui s'appelle Destiny, qui permet de simuler la trajectoire des gens. Donc ça permet de prendre en compte que les gens ne vont pas avoir le même revenu chaque année et qu'ils vont partir aussi à la retraite en fonction de leur carrière, de leur trajectoire, etc. Et ce qu'on observe, c'est que, et on prend comme point de départ des individus d'une cinquantaine d'années. Et bien, ces individus d'une cinquantaine d'années, en moyenne, hommes, femmes, toutes catégories sociales compris, ils ont 5% de chance de mourir avant la retraite. Donc c'est pas nul, c'est pas négligeable, mais c'est pas extrêmement élevé. Une chance sur 20, donc. Par contre, ce risque, il est très inégalement réparti. Et en fait, il est très concentré chez les classes populaires masculines. Les femmes, de manière générale, vivent plus vieux que les hommes, donc leur risque de mort avant la retraite, il est assez faible. Il y a des inégalités entre classes sociales chez les femmes, cependant. Mais chez les hommes aisés, donc 4e, 5e quintile, les 40% les plus aisés des hommes, en fait, c'est très peu probable aussi de mourir avant la retraite. C'est la courbe rouge, là, le risque de mort avant la retraite. Par contre, c'est beaucoup plus élevé chez la moitié la plus pauvre de la population, qui est là. Vous voyez, la courbe, elle diminue tout à coup après le 3e quintile. Donc en fait, chez les 60% d'hommes les plus pauvres, il y a plus de 10% de chances de mourir avant la retraite. Et si on se concentre sur le premier quintile, c'est même 15%. Donc c'est un risque qui est tout à fait significatif dans ces catégories sociales et qui explique que ce soit une réalité sociale qui est connue, qui fait l'objet d'une expérience, d'une inquiétude, etc. Les chiffres deviennent évidemment encore plus élevés si on ne regarde pas seulement le risque de mourir avant la retraite, mais le risque de bénéficier de peu d'années de retraite. Et donc c'est pourquoi on regarde le risque d'avoir 0 année, le risque d'en avoir 5 ou moins, et le risque d'en avoir 10 ou moins. Et vous voyez, le risque d'avoir une retraite de moins de 10 ans, en fait, il est très élevé dans les classes populaires masculines. Donc si on regarde les 40% d'hommes les plus pauvres, donc là je ne parle pas de cas isolés, de cas d'exclusion sociale de quelques pourcents les plus pauvres qui sont exclus du marché de l'emploi, etc. Je parle des classes populaires, donc là il faut penser à des hommes qui vont être ouvriers employés, qui vont gagner le SMIC, plus que le SMIC, etc. Eh bien, ces hommes, ils ont une chance sur 3 d'avoir 10 ans de retraite ou moins. En moyenne, leur retraite, elle est plus élevée, elle est de l'ordre de 15 ans, mais c'est une moyenne. Donc en fait, dans ces catégories, c'est assez courant d'avoir une retraite très courte de 5 ans ou moins, et encore plus d'avoir une retraite. Voilà. Alors, ces durées, l'autre chose à ajouter, c'est que ces durées, elles peuvent être en bonne santé ou en mauvaise santé. Et première chose à regarder, la plus simple, on prend un âge donné, voilà, on prend des individus de 30 ans, on simule leur probabilité de mourir à différents âges avec l'étape de mortalité. Ça nous permet déjà de savoir quelle est leur probabilité de survie à 60 ans. Alors ici, je ne regarde plus en fonction des cils, je regarde en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Eh bien, on voit qu'il y a un gradient social. C'est-à-dire qu'un ouvrier, il a 87% de chance, un ouvrier de 30 ans qui resterait ouvrier toute sa vie, 87% de chance d'être encore vivant à 60 ans, donc 13% de chance d'être mort, alors qu'un cadre masculin, il a 95% de chance. En même temps, et chez les femmes, il y a aussi des inégalités, mais un peu plus limitées. En même temps, ces inégalités, elles ne sont pas extrêmement impressionnantes parce que la grande majorité des gens, heureusement, atteignent les 60 ans. Par contre,
elles sont démultipliées quand on s'intéresse non plus simplement à la survie, mais à la survie en bonne santé. Et en fait, les écarts de taux de survie s'accroissent considérablement quand on regarde les écarts de taux de survie en bonne santé chez les hommes et chez les femmes. Et chez les femmes, c'est encore plus impressionnant parce que, comme on le voit ici, chez les femmes, il y a assez peu d'écart de mortalité à ces âges-là, parce qu'en fait, les femmes, elles vont commencer à mourir massivement plus tard. Par contre, il y a déjà des écarts de santé très massifs, comme on le voit ici. C'est-à-dire qu'en fait, un ouvrier à 60 ans, quelqu'un qui était ouvrier à 30 ans, il a ses 13% de chance d'être mort à 60 ans, auquel il faut ajouter environ 30-40% de chance d'être en mauvaise santé. Alors qu'un cadre, il lui reste, il a 3/4 de chance d'atteindre 60 ans vivant et en bonne santé. Donc les inégalités sont démultipliées, et chez les femmes c'est encore plus impressionnant parce que les écarts entre classes sociales sont de même ordre que chez les hommes, alors qu'il y a peu d'écart sans incapacité, peu d'écart de probabilité de survie tout court. Ça se transfère évidemment au calcul de l'espérance de vie avec incapacité ou sans incapacité. Donc, il y a des écarts d'espérance de vie entre catégories sociales, chez les hommes et un peu moins chez les femmes, mais quand même. Et il y a des écarts beaucoup plus importants d'espérance de vie sans incapacité entre les catégories sociales. Donc, un homme cadre, il peut espérer vivre, j'ai un tableau avec les chiffres plus loin, un homme cadre, il peut espérer vivre 6 ans de plus qu'un ouvrier, mais 10 ans de plus en bonne santé. C'est-à-dire que l'ouvrier, non seulement il va vivre moins longtemps, mais ses années de vie, elles seront plus en mauvaise santé. Et c'est encore plus impressionnant chez les femmes, parce que l'écart entre cadre et ouvrière chez les femmes, il est seulement de 3 ans d'espérance de vie, mais il est encore plus élevé que les hommes. Si on regarde l'espérance de vie sans incapacité, il est de 11 ans. L'autre point important avec ces espérances de vie, c'est que quand on passe à la question d'espérance de vie en bonne santé, les écarts hommes-femmes diminuent beaucoup. Donc il y a des écarts de mortalité très importants entre hommes et femmes. De manière générale, les femmes vivent nettement plus longtemps que les hommes, mais ces années supplémentaires des femmes sont des années en mauvaise santé, le plus souvent. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 2 ans d'écart de durée de vie entre hommes et femmes si on regarde l'espérance de durée de vie en bonne santé. Le dernier point qu'on peut calculer avec nos données, c'est l'espérance de durée de retraite. Donc ça, c'est la retraite effective. On regarde effectivement dans les données à quel âge les gens sont à la retraite, et on regarde chez ceux qui sont à la retraite quelle est la proportion en bonne santé, en mauvaise santé. Alors, il y a un point qui est important à avoir en tête, c'est que c'est une moyenne. Et c'est une moyenne un peu particulière parce qu'il y a plein de gens qui sont à 0 dans la moyenne. C'est-à-dire que, si on regarde ce tableau, en fait, chez les ouvriers, il y a plus d'un tiers de ceux qui sont encore vivants au moment de partir à la retraite, qui sont en mauvaise santé au moment de partir à la retraite. Donc ceux-là, ils ont 0 année de retraite en bonne santé de toute façon. Et on va calculer une moyenne en leur attribuant 0 à eux et le nombre d'années aux autres. Et si on fait ça, on voit de nouveau ce phénomène qu'on appelle le phénomène de double peine. Donc j'ai pas dit que ce papier, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec un collègue de la DARES qui s'appelle Julien Blasco. Et à nouveau, on retrouve ce phénomène de double peine, c'est-à-dire qu'il y a des écarts entre catégories sociales dans la durée totale de retraite. Donc chez les hommes, la moyenne, elle est d'environ 20 ans, mais moins de 20 ans pour les ouvriers et plus de 20 ans pour les cadres. Et ces écarts, ils augmentent quand on passe à l'espérance de vie, à l'espérance de durée de retraite sans incapacité. Et de nouveau, ils augmentent encore plus chez les femmes. Alors chez les femmes, il y a une chose particulière qui est que les professions intermédiaires ont des durées de retraite aussi longues que les cadres, parce que les cadres partent un peu plus tard en fait. Par contre, les catégories populaires, ouvriers, employés, ont des durées de retraite beaucoup plus faibles, y compris chez les femmes. Donc tout ça est résumé dans ce tableau.
qui montre bien ce phénomène de double peine à la fois au niveau de l'espérance de vie et au niveau de l'espérance de durée de retraite. Voilà.